Peuple congolais, bonjour, bonsoir, tout dépend du lieu où vous vous trouvez sur notre bonne vie planétaire. Je suis Nadège Bandi Congo. Nous sommes sur R7 dans l'émission Carte sur table. Ochombe Zoye Gomaye. Je pense que nombreux se souviennent de cette chanson. Nous sommes au mois de mars, mois durant lequel nous déplorons la mort de 3 illustres personnages et aussi de tant nombre de beaucoup de Congolais suite à l'assassinat du président Marien Ngouabi. Le mois de mars est un mois funeste pour les Congolais de la République du Congo. Nous allons revenir au personnage de Sassou Nguesso. Nombreux pensent que Sassou Nguesso a été amené dans les rouages de la République, dans les rouages de la politique congolaise par le président Marien Ngouabi. Mais il se trouve que non. Sassou Nguesso était déjà présent au temps du président Massamba Deba. C'était le 14 décembre dernier à Abidjan. Denis Sassou Nguesso assiste à l'investiture d'un président ami. Son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, que j'appelle affectueusement l'empereur. Le lendemain, investiture d'un autre président, réélu lui aussi pour un 3e mandat, et rebelote. Je salue l'empereur. On sait qui c'est l'empereur. Denis Sassou Nguesso. Alors avec ses 37 années à la tête du Congo, Denis Sassou Nguesso serait-il le maître ? Si le surnom d'empereur se veut élogieux, il sonne gênant tant il évoque tacitement les coups de force de cet homme né il y a 77 ans à Edou, au centre du Congo. Son ascension débute aux côtés du capitaine révolutionnaire Marien Ngouabi. Nous disons que la révolution, c'est surtout l'affaire des jeunes. Pourquoi ? C'est parce qu'une révolution socialiste ne se fait pas en un jour. Le jeune officier parachutiste, cofondateur en 1969 du Parti congolais du travail marxiste-léniniste, participe au renversement de plusieurs chefs d'État. Alphonse Massamba Deba, Joachim Yombi Opango. C'est seulement en 1972-73, lorsque Marien Ngouabi l'a nommé ministre de la Défense et directeur de la sécurité de la République du Congo, qu'on a pu maintenant voir partout le personnage de Sassou Nguesso. Quel était le problème réellement entre Sassou Nguesso et Marien Ngouabi? Marien Ngouabi n'était pas imbu de lui-même, c'était un personnage simple. Et il avait compris qu'il avait besoin de partager le pouvoir entre le Nord et le Sud équitablement. Raison pour laquelle, d'ailleurs, il fréquentait le cardinal Émile Berena et l'ancien président Massamba Deba. Malheureusement, ce rapprochement n'était pas du goût de Sassou Nguesso qui était son type. Et donc, il s'est arrangé, comme il était ministre de la Défense, de le faire assassiner. Je peux vous dire que ces corps de la Révolution, je ne peux pas vous dire exactement comment tous ces gens-là sont morts. Que ce soit les Kinganga, tout ça là, que j'ai reçu jusqu'à présent. Mais là, je dis, mais quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous coupez la carotide à quelqu'un qui largue sur place 6 litres de sang. Et le bonhomme arrive propre, habillé comme moi aussi, sans sang. Il a des trous dans le dos. Et la tenue qu'il porte n'a pas de traces de trous. Mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Je dis non. C'est
pour cette raison, monseigneur, que j'ai demandé hier, ici, que ceux qui ont assisté à la mort du président Marien Ngouabi et qui ont transporté le corps viennent nous dire ici ce qui s'est passé. Quand entre le moment où le président Marien Ngouabi est mort et où il est arrivé à l'hôpital militaire, c'est ce trou-là pour lequel je demandais une explication. Je ne sais pas, il y a des magistrats ici qui ont vu des corps. Mais c'est quand même étrange. Il y a un trou entre le moment où on dit qu'on a pris le corps de Marien Ngouabi, on était à l'hôpital, mais si on avait ramassé ce corps par terre, mais il serait couvert de sang. La tenue qu'il portait aurait eu des trous dans le dos. Je n'ai jamais vu un cadavre tué de cette façon et aussi propre, monseigneur. J'ai 50 ans. Docteur en médecine depuis 69. Le matin du 26 mars, je suis parti au ministère de la Défense trouver le ministre de la Défense à l'époque, Sassou Nguesso. Je lui ai dit toute ma désapprobation pour ce qui venait d'être fait, c'est-à-dire l'exécution des témoins ou des suspects, comme on peut l'appeler, de ce matin-là. En l'occurrence, Ontsou, le président Débat, Elou et d'autres. Donc je lui ai dit mon mécontentement et j'ai dit qu'il n'était pas possible, c'était pas admissible, c'était pas acceptable que cela puisse se passer ainsi. Dans la nuit, je suis venu vous rendre compte. Si vous pensiez que ces gens devaient être tués, il fallait nous avertir pour que la commission d'enquête continue les enquêtes et continue à creuser pour en savoir peut-être un peu plus. Mais comment se fait-il que je vous rencontre, vous ne me dites rien, je suis le président de la commission d'enquête, je pars, j'apprends que la cour martiale a siégé et a fait fusiller les gens, a condamné les gens à faire fusiller. Mais c'est sur quelle base que la cour martiale a siégé, puisque nous, de la commission d'enquête, nous n'avons pas encore déposé les conclusions. Et c'est donc à cause de cela, je m'étais fâché. J'avais sorti même certains mots quelque peu peut-être déplacés, à l'époque je n'en sais rien, mais j'avais dit au ministre Sassou ceci, j'ai dit écoutez, moi cette façon de faire, je ne l'accepte pas. J'ai comme une impression que parmi vous, au comité militaire du parti, il y a des gens qui ne veulent pas que la vérité jaillisse. Et je l'avais dit au président, au ministre Sassou. Dans ces conditions, et conformément à mon caractère, je lui ai dit que je ne pouvais plus continuer à être le président de la commission d'enquête parce que vous avez tué toutes les pièces maîtresses de l'enquête. Et la vérité sera très difficile à obtenir. Lorsque le président Marien Ngouabi est assassiné le 18 mars 1977, le général Yombi s'est trouvé ici au Rwanda. C'est Sassou qui a pris la présidence du CMP. Dans la nuit même, il a fait assassiner les sentinelles. Parce que c'est sur ses instructions que le commando est passé. Alors il ne pouvait pas faire en sorte que l'on sache la vérité. Dans la nuit même, on a exécuté les sentinelles. Alors, quelques temps après, comme pour Sassou, il fallait en finir avec les couillous, il lance la rumeur à travers les services de sécurité. Comme quoi, le président Marien Ngouabi, c'est le capitaine et le général qui l'ont fait tuer. Donc, mais une telle propagande ne pouvait pas porter trop. On continue de vivre
je passe dans les corps de l'armée pour expliquer la situation réelle, que je sais comment ça soit manœuvré la chute du camarade Marien Ngouabi jusqu'à l'assassinat. Ce faisant, je trouve toujours l'opposition rigoureuse du camarade Sassou par rapport à la situation de l'assassinat du président Marien Ngouabi. Quelque temps après, je dois vous dire que ce n'est pas nos services de sécurité qui ont découvert là où se trouvait Kikadidi. Vous m'excuserez aujourd'hui de rentrer dans certains secrets d'État, mais il y a des moments de la vie, pour que le peuple sache la vérité, on ne peut pas taire certaines choses. Ce n'est pas nos services de sécurité qui ont découvert là où se trouvait Kikadidi. Or, Kikadidi a été reçu par le camarade Sassou avant, tout juste avant d'aller monter l'opération de conduire le commando qui a conduit à l'assassinat du président Marien Ngouabi. Lorsque nous avons su là où se trouvait Kikadidi, la mission était de faire en sorte que l'on trouve Kikadidi vivant, pour qu'il nous rende compte de son entretien avec le camarade Sassou. Voilà que dans la nuit, en sa qualité de ministre de la Défense, le président Sassou forme un groupe pour qu'au lieu de prendre le Kikadidi vivant, on l'exécute. Tous les secrets. Il se trouve que, malheureusement, cela a engendré l'assassinat aussi du cardinal Émile Belina et du président Massamba Déba. La question que l'on doit se poser, peuple congolais, c'est que tous ces morts, tous ces assassinats, quels ont été le but réel de Sassou Nguesso? Était-ce de sauvegarder la suprématie du Nord par rapport au Sud, ou était-ce réellement pour lui-même? Nous allons revenir un peu à l'assassinat donc de Marien Ngouabi. Plusieurs morts ont été enregistrés après cet assassinat, en dehors de deux autres illustres personnages. Il y a le commando qui a été envoyé par Sassou Nguesso pour assassiner le président. Sassou Nguesso avait un gros problème avec les cadres, que ce soit du nord comme du sud, il fallait faire disparaître tous les cadres. Et donc, s'en est suivi plusieurs assassinats. N'oubliez pas ce que je vous ai dit au début. Ochombe Zoye Bomaye, le goût du sang. Ce sont là les paroles de Sassou Nguesso, le goût du sang. Et vous êtes fortement attaché à la paix. Ceci a été dit presque par tout le monde. Et je retiens au sujet de cette question importante deux repères, peut-être trois. C'est la déclaration pathétique faite par les ex-combattants. Je dois vous dire que j'ai reçu lors des consultations à Brazzaville certains de leurs délégués venus
du Nyari, de la Bwenza et de Brazzaville, ils m'ont simplement dit président. Vraiment, on connaît le goût du sang, que lorsqu'on se blesse à la langue, et que c'est très fort, et que nous, les ex-combattants, nous sommes déjà blessés à la langue, nous connaissons le goût du sang. Sassou Nguesso marche sur les cadavres des Congolais depuis plusieurs décennies. Nous arrivons plutôt à la période de la conférence nationale. Le principal accusé, c'était Sassou Nguesso. La question que l'on doit se poser, pourquoi il y a eu tant de disparitions, tant d'assassinats de ceux qui ont témoigné contre Sassou Nguesso? Quel était le personnage derrière ces assassinats? La réponse est facile. Vous connaissez cette réponse, peuple congolais. Je suis toujours en train de vous démontrer comment Sassou Nguesso est un personnage qui aime le sang, un personnage qui aime marcher sur le cadavre du peuple congolais. Après la conférence nationale, il y a eu la guerre en 1993 entre les Bembe et les Lari. Ces deux ethnies qui étaient jadis des frères, sachant que le Poul partait de Djoué jusqu'à Madi. Comment ces deux-là s'en sont-ils arrivés à s'entre-déchirer, à s'entre-tuer? Hidever Moigny est venu nous démontrer que c'était eux qui ont tiré les ficelles. Sassou Nguesso, comme à son accoutumée, aime tirer les ficelles dans l'ombre pour se débarrasser de ceux qui le gênent. Savoir lui trouver, si possible, puisque c'était un homme de laisser passer des passeports, nous allons, non, de l'autre côté là-bas, tu vois pas qu'il ne sait que faire la répression parce que c'est la branche la plus facile où même les cancres peuvent agir. Donc, la répression. Donc, bon, on ne peut pas le laisser là. Aujourd'hui, on a besoin, avec tout ce que nous avons enregistré ici, on a besoin, je le dis, hein, tu es bien placé, hein, si tu peux le lui dire. Ah, même ton petit n'est pas content de toi. Ah, ce n'est pas par rapport à notre fille, hein, non, ça c'est quotidien ici. Tout le monde fait à sa tête. Non, ça. Je parle plutôt des meurtres, des assassinats, des machins, tout ça. Bon. L'insécurité là, à l'époque, il faut lui rappeler, bon, il n'était pas encore acteur, nous on était des acteurs. Il faut le lui dire. Ton petit frère a dit, lui il était acteur, toi tu n'étais pas acteur. Tu travaillais là-bas dans les laissez-passer. Quand eux, avec les Kamiyoko, ont décidé de ne jamais laisser asseoir les Souba. Ce n'était pas notre pouvoir. On a créé de l'insécurité partout. Mais ça avait un but. C'est de ramener les populations à penser Sassou. Ah, Natangwa Sassou, toi qui es au moins calme. Natangwa Sassou. Et dès lors qu'ils ont commencé à dire ça, ça a donné les moyens politiques à cet homme-là de rebondir. Et il avait besoin que ces deux ethnies-là s'entretuent. Hidever Moigny l'a témoigné. Peuple congolais. Nous allons toujours avancer pour montrer le caractère sanguinaire de celui qui s'est autoproclamé président de la République du Congo. Après les tueries, après la guerre entre ces deux ethnies, il y a eu 97. 97,
C'était la prise de pouvoir de Sassou Nguesso par les armes qui a occasionné des centaines de milliers de morts. Il n'y a pas lieu. On ne parle pas de ça. Il y a un autre point que je voudrais évoquer, c'est que nous avons eu dans les années 90, dans une ancienne colonie française, le Congo, une guerre civile qui a fait 400 000 morts sur 4 millions d'habitants, c'est-à-dire 10% de la population. On n'en parle pas non plus. Donc, ça ne s'invente pas, avenue de la Paix. C'est ici que les combats ont été les plus violents. Pas une heure sans entendre un ou plusieurs obus. Tout le centre-ville est livré aux bandes armées. Des desperados pour la plupart, inspirés par des films de série B sortis des studios américains. Ils s'appellent Cobra, Ninja ou Zulu. Là, nous sommes avec les Cobras, les miliciens de Denis Sassou Nguesso, autrefois général-président et dictateur. Les kalachnikovs et les lance-roquettes ont envahi les rues. Et lorsqu'on interroge ces miliciens, ils ne parlent que de guerre totale. Quant à moi, la guerre n'est pas encore finie. Pour l'instant, on doit garder les positions, tandis que le président Sassou relance ses projets pour en finir avec les Souva. Ici, pas d'idéologie, pas de programme, un seul ennemi, le président Pascal Lissouba. Mais pour ces miliciens, le coup de feu est une fin en soi et la Kalachnikov un moyen de subsistance. Interdiction d'aller plus loin. Le sergent nous a averti qu'à 200 mètres, il tire sur tout ce qui bouge. La preuve, cet adolescent, 15 ou 16 ans à peine, a pris une balle. Il rentrait visiblement de l'école. Des cadavres, il y en a tout autour de nous. Des civils en grande majorité, fauchés par une rafale. Lui, c'est autre chose. Quoi ce cadavre là? Ce cadavre va passer lorsqu'on faisait le combat, après le combat, et si on replie, et derrière nous, il y a les gens de pilleurs. Et nous ne voulons pas de pilleurs, parce qu'ils viennent pour saboter. Et tous les pillards pris en flagrant délit sont exécutés, parfois les mains dans le dos. La mort pour l'exemple ne sert à rien, semble-t-il. Il y a 1 heure ou 2, un obus est tombé dans cette usine de congélation. Les pillards sont déjà à l'heure. Ils vont même s'arracher leur butin. Ça c'est le pillage, c'est quoi? Ça c'est pillage. Casser la maison de tous les cas, c'est casser la maison. Quoi? Ce jour-là, un nouveau cessez-le-feu était signé, le 3e en une semaine. Nous en profitons pour aller rencontrer l'ancien président, Denis Sassou Nguesso. Sa résidence est devenue un camp retranché. On nous interdit de filmer les pièces d'artillerie. On le fera, caméra cachée. Elles sont hors d'usage. Des blindés pris à l'ennemi sont également hors d'état de nuire. Seuls ces 2 ou 3 000 miliciens, ces cobras, entretiennent l'illusion d'une armée. Première question, et déjà on comprend que la trêve sera de courte durée. La question qu'on pose, c'est celle de savoir si les troupes du pouvoir vont continuer d'occuper le CHU et de tirer sur les quartiers populaires de Poto-Poto. Il faut bien qu'elles sortent de là. Le CHU, le centre hospitalier de Brazzaville, a reçu ce soir-là un obus. Il est tombé dans le bloc opératoire. Nous chercherons vainement la trace des soldats gouvernementaux. Dans les étages, il n'y a pas non plus de Zoulous, ces miliciens qui soutiennent la guerre du président Pascal Lissouba. En revanche, il y a bien des malades, des cadavres et des blessés. Des médecins aussi désarmés, désemparés devant cette folie meurtrière. On attend les autorités. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Est-ce qu'ils vont nous rassurer quelque chose de bien? Est-ce qu'on va continuer? Bon, pour moi, s'il n'y a pas d'assurance, je préfère aller à la recherche de ma famille. Est-ce que je vais les voir? Est-ce que je vais être surprise par une balle? Je ne sais pas. C'est difficile. Une balle perdue et une nouvelle victime. Ce n'est plus une guerre civile, c'est une guerre contre des civils. L'administrateur de l'hôpital n'en peut plus, mais il veut que l'on sache l'horreur de cette guerre. L'odeur devient insupportable. Par exemple, ça sont des civils qui ont reçu des balles perdues. Ils ne sont même pas au frigo. 400 ou 500 cadavres, un petit aperçu du bilan. Les soldats du gouvernement n'ont pas cessé de tirer sur les quartiers populaires et tout autour de l'aéroport. Pilonnages aveugles.
Profitant d'une accalmie, nous allons essayer de nous rendre dans l'un de ces quartiers populaires. Comme toujours, nous sommes escortés par la Légion étrangère. Toujours dans cette logique du goût de sang, il veut marcher sur le cadavre des Congolais. Retenez, peuple congolais, que même dans cette guerre de 97, sachez qu'il y a autant eu des Nords comme du Sud. Nombreux sont morts. Je voudrais revenir sur quelque chose que j'ai omis de dire, toujours dans cette habitude de tirer les ficelles. Lorsqu'il a orchestré la mort du président Ngouabi, il s'est arrangé à accuser les Bakongo. Oh, les Bakongo ont tué Maria, Baboumi Maria. Nous savons aujourd'hui qu'il n'en était rien. Et malheureusement, s'en est suivi plusieurs exactions du nord comme au sud. Donc, je reviens sur 97 qui a occasionné la mort de plusieurs Congolais, des centaines de milliers de Congolais, parce que Sassou Nguesso ne peut tolérer que de son vivant qu'une autre personne prenne le pouvoir, si ce n'est que lui. Après 97, nous avons connu la guerre du pouls. Il faut s'y poser la question, il faut qu'on se pose la question, est-ce que c'était réellement pour poursuivre Touni ou c'était pour se débarrasser de cette région, de la population de cette région, que visiblement qu'il exècre, on ne sait pas pourquoi. La tombe a été cassée. La porte de cette tombe a été cassée pour fouiller les caisses qui étaient là-dedans. Il y avait des caisses là-dedans. Les gens croyaient qu'il y avait de l'argent. Il y avait quoi dans les caisses? C'était des raffias, des raffias, des objets d'art. Des objets d'art. Et ça a été emporté? Non, ils ont fini par abandonner. Ils avaient fini par abandonner puisqu'ils n'avaient pas trouvé ce qu'ils cherchaient. C'est le grand frère de notre père. Il est mort pendant la guerre. De suite d'une blessure, il est mort pendant la guerre à Kaungabudjumu. Et il nous a fallu l'exhumer là-bas pour le ramener ici. Et ce village a été détruit pendant la guerre? Ce village a été détruit pendant la guerre. Les quatre maisons qui étaient ici ont été brûlées pendant la guerre. La première était là. La deuxième était là. La troisième derrière cette tombe-là. Derrière cette tombe-là, il y avait la plus grande maison là. Et puis, là à côté, là aussi, il y avait une maison. Et qui a détruit? Les ex-combattants, les militaires. Ils ont brûlé. Hein? Ils avaient brûlé. Les militaires. Il les brûlait parce que ça peut être des refuges des ex-combattants. Et comme eux, ils avaient un bouchon en bas là, un bouchon en bas, donc ils pouvaient d'abord venir se cacher ici pour aller et ensuite descendre pour les attaquer. Donc voilà la véritable raison pour laquelle ils avaient tout brûlé. Même les maisons qui en bas là aussi c'était habité. Il y avait, je crois, 6 maisons en bas là. C'est la parcelle de la mère Agina, la défunte mère Agina.
Elle avait fui la guerre, puis elle avait fui la guerre pour venir se réfugier ici. Et d'ici, ça a éclaté, elle est partie. Et bien, elle avait déjà acheté cette parcelle. Ici, c'est M. Mbassina. Donc, il y avait des maisons ici. Il y avait 3 ou 4 maisons. Il y avait 4 maisons ici. 3 ou 4 maisons ici. C'était habité. Détruite. Tout a été détruite. Toutes les maisons ont été détruites. Hein? Edi biti le nord va morado kwa lo demala ko va mwaka. Ado pere. Abia ngani ndenge ya abitele do otumba bio pele ya le pour le peu venir ma avoir bo vous ça va bitele si ojo buru saba. Ale yo jo bate. Oh là là. Morado pe. Même de bisita moi no va venir ma kakaka ma bela ngalika mo vinelande moredi asi pour a quoi le peut be. Après 98, donc du coup durant la guerre de 97, les frères du Poul fuient en RDC. Et donc, constatant qu'il n'y avait plus de guerre, ils ont cherché à rentrer au Bercail. Et malheureusement, ils ont été arrêtés au beach. Voilà. Et malheureusement, ayant constaté la fin des hostilités, ils ont décidé de rentrer au Bercail, encouragés par la Croix-Rouge. Malheureusement, au niveau du beach, ils ont été arrêtés là, net, et ont été sauvagement assassinés. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur Télar TV. Après le coup d'État de juin 1997 qui a ramené Denis Sassou Nguesso au pouvoir, une opération militaire de grande envergure, dite de nettoyage, sera lancée en décembre 1998 dans la partie sud de Brazzaville, notamment dans le département du Poul, par le nouvel homme fort qui venait de prendre le pouvoir par les armes. Pour fuir ces exactions, ces violences, cette opération en réalité d'extermination, certaines populations du Poul vont traverser de l'autre côté du fleuve, notamment en RDC, le Congo démocratique, où ils trouveront refuge. Rassurés par Denis Sassou Nguesso qu'ils pouvaient rentrer en toute sécurité au Congo-Brazzaville, des centaines de jeunes Congolais qui y avaient cru seront malheureusement pillés à leur arrivée au beach. Les plus valides seront froidement exécutés, d'autres portés disparus. C'est l'affaire des disparus du beach. Après 20 ans, nous revenons sur cette affaire pour comprendre à quel niveau se trouve aujourd'hui le procès relatif, relancé à Paris après celui de Brazzaville, qui s'était soldé, comme vous le savez, par la condamnation de l'État congolais sans les coupables. C'est ainsi que nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Maître Patrick Baudouin, avocat pénaliste de la justice pénale internationale, président de la Ligue des droits de l'homme et président d'honneur de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH. Maître, vous êtes également le principal avocat de l'affaire des disparus du beach depuis 2001. C'est à ce titre que je souhaiterais vous interviewer aujourd'hui et merci d'avoir accepté notre invitation. Non, merci à vous. Bonsoir. Je vous en prie. Cela dit, je reviens à vous, Maître Baudouin. Après le petit rappel du contexte des événements qui ont précédé les crimes contre l'humanité, j'ai dit, il y a eu un procès à Brazzaville qui s'est soldé malheureusement par la condamnation de l'État congolais sans les coupables. Mais, dans le même temps, on aurait parlé de l'autorité de l'affaire jugée. Comment expliquer que cette affaire soit reprise au niveau de la France?
Oui, alors juste un très bref rappel par rapport à ce que vous avez parfaitement indiqué de la chronologie de l'affaire. Bon, c'est une affaire qui a été lancée sur la base d'une plainte, d'une saisine du procureur en décembre 2001. Pourquoi la justice française a-t-elle été compétente? Parce que l'une des personnes concernées, suspectées, on va dire, c'est-à-dire le général Norbert Dabira, se trouvait sur le territoire français. Il a une résidence près de Meaux. Donc c'est de ce fait, parce qu'il avait une résidence en France, que la justice française a pu être saisie. Début 2002, il y a donc eu l'ouverture d'une information, le parquet a suivi, a ouvert une information, et la Ligue des droits de l'homme, la Fédération internationale des droits de l'homme et deux rescapés miraculés de ce massacre du beach de Brazzaville se sont associés pour se constituer partie civile. Donc il y a eu une instruction ouverte d'abord devant le tribunal judiciaire de Meaux. Dans le cadre de cette information, le général Dabira a été entendu, donc l'affaire a évolué à son égard. Il y a eu aussi un épisode, je vais passer rapidement, vous l'avez évoqué, avec la présence en France de Monsieur Ndengue, qui a pu être interpellé puisqu'il se trouvait sur le territoire français. Il a même été placé, mais très brièvement, en détention, et sur pression politique extrême, il a été libéré dans les 24 heures qui ont suivi. Nous étions en avril 2004. Ce qui nous amène au 4 mars. Le 4 mars, Sassou Nguesso, comme à son accoutumée, a besoin d'effacer les traces de ses exactions. Et donc, il en avait après le colonel Moussoro, qui était l'un des témoins des disparus du beach. Il y a eu une explosion, plusieurs explosions à Mpila, parce qu'il avait besoin de faire accuser le colonel Marcel Moussoro. Et donc, il y a eu plusieurs explosions à Mpila, occasionnant plus de 200 morts. Et jusqu'aujourd'hui, nombreux sont des sans-abri. Les nombreuses explosions survenues à Brazzaville le 4 mars dernier, faisant à son passage près de 200 morts et de nombreux blessés, compris entre 1300 et 1400, est partie d'ici. Ici, c'est le quartier Mpila, où se trouvait l'un des dépôts de munitions, où tout est parti. Munitions. Et c'est ici que l'explosion, les premières explosions ont eu lieu. Et ces explosions ont entraîné naturellement d'autres détonations dans les autres unités qui sont juste à côté. Seuls les dégâts sont perceptibles. Sur le site des explosions, le spectacle est désolant. On peut encore remarquer la présence des obus qui jonchent le sol, les restes d'habitations, des écoles, internats et ses occupants réduits en poussière. Une caserne militaire et ses recrues en cendres, les églises et leurs fidèles disparus. Ici, rien n'est plus comme avant. Le coin est méconnaissable. Tout a été ravagé par les fortes explosions du dimanche 4 mars dernier. Sur le site, un officier de la police congolaise fait office de guide. Peut-être qu'il y a les pompiers qui sont à l'œuvre voilà. avec... C'est toujours pour étouffer le foyer. Donc ce travail-là étant déjà fait, il continue toujours, on ne sait jamais par surprise, et il continue à arroser de l'eau. Les quelques personnes qui ont vécu la scène nous la relatent et rendent grâce au Seigneur pour les avoir épargnés. C'est vraiment le Seigneur Jésus-Christ qui a gardé ma maison, que je loue tous les jours, je crois que c'est ça la récompense. En tout cas, il est fidèle à lui-même. Ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai vu. Ce que j'ai subi, je sais ce que j'ai subi. Ah, c'était grave. C'était énorme. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. On a eu à vivre vraiment une catastrophe. Mais en 1997, c'était une guerre qui était vraiment ciblée. Mais cette fois-ci, ça n'a pas été une guerre, c'est plus que le tsunami qu'on a vécu au Japon.
interdire qu'un papa qui vienne Nasser a vécu. Les détritus sont perceptibles et le bilan de 200 morts peut encore s'accroître d'ici là, dans la mesure où d'autres corps se trouvent encore sous les décombres. À ce jour, on dénombre effectivement 200 morts, 2315 blessés et environ 14 000 sans-abri. Hébergés provisoirement dans des églises, des stades, des marchés couverts. Ce dimanche, il est prévu des obsèques nationales pour les 200 victimes des explosions de Mekila. Historique de ces deux procès dont vous parlez. Vous savez, en ce qui concerne le procès de Beach, nous sommes en 1998, au terme d'une offensive de pratiquement un mois. Les ninjas de M. Toumi pénètrent dans Brazzaville. Je voudrais vous dire que lors de la réunion de commandement qui a eu lieu, j'avais dit au président que, tel qu'évoluaient les choses, les ninjas allaient rentrer dans Brazzaville. Aux grandes dames du chef d'état-major général et du commandant d'armée de terre qui était alors le Jean Mokoki. Finalement, l'avenir m'a donné raison et les ninjas sont rentrés dans Brazzaville jusque pratiquement aux environs du CCF. Tout le commandement s'était disloqué, s'apprêtait à fuir et j'ai été le seul avec le général Avoukou, le colonel Avoukou en ce temps-là, que j'ai rencontré en train de défendre le palais avec 11 éléments aux environs du CCF. Nous avons donc mené une contre-attaque. Nous avons dirigé les ninjas du bâtiment, ce bâtiment de l'IAPT. Nous les avons dirigés du lycée central. Nous les avons poursuivis et avec un renfort, je crois, de Bouti, Jacques Bouti, et alors nous les avons repoussés jusqu'au pont du Dieu et au-delà. Et nous sommes passés en offensive au-delà du pont du Dieu. Après cette action, les ninjas avaient emporté dans le pôle une grande partie de la population dans leur retraite. Et ces populations arrivées dans le pôle sont parties au Bas-Congo parce qu'il y avait trop d'exactions des ninjas dans le pôle. Lorsque on célèbre l'anniversaire, on célèbre l'année 99, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est contre la volonté des stratèges militaires, il sera donc lancé par le président de la République un appel au retour à Brazzaville de ces gens. Alors que les conditions de sécurité n'étaient pas assurées, nous étions seulement dans une position d'accalmie dans les combats. En pleine guerre, oui. Puisque c'est la volonté politique de l'armée soumise à la volonté politique, nous avons donc constaté que l'engagement était pris. Et le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Santé ont été désignés pour conduire cette opération de rapatriement de ces gens depuis le Bas-Congo, en arrivant jusqu'à Kinshasa, en traversant par le biche et le biche de Brazzaville. Quelles conditions de sécurité ont été mises en place entre le biche de Brazzaville et les sites qui devaient les protéger? Moi, je ne sais pas. Qui a préparé cette opération? Est-ce que c'est le ministre de l'Intérieur, est-ce que c'est le ministre de la Santé? Elles sont les deux à la fois. Moi, je n'ai pas été associé à cette opération. Je constate seulement que pendant que cette opération s'exécute, en tant que chef des renseignements militaires, j'ai des rapports selon lesquels des gens sont pris au beach, amenés dans certaines directions, et là-bas, ils disparaîtraient. J'ai cherché à savoir qu'est-ce qu'il en était, et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire, nous avons eu à rendre compte
au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. Une fois qu'on a rendu compte des dispositions devaient être prises pour faire cesser cet état de choses. Ces dispositions n'ont pas été prises. En ce moment-là, celui qui est en charge de l'opération, celui qui est en charge, celui qui a commandité l'opération assume. Qui a commandité l'opération assume. Il y a bien quelqu'un qui a commandité cette opération. Il assume ce qui s'est passé, encore que il est possible que les choses soient un peu plus graves que ça. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Moi, j'ai dit au chef d'état-major d'antan, d'alors, le général Ndoulou, je lui ai dit, cette histoire est une histoire grave, il faut mener une enquête interne pour maîtriser ce qui s'est passé, connaître ce qu'ils ont fait, et puis bon, le temps venu, cela assumer. Le général Ndoulou est présent, je crois qu'il ne me démentira pas. Il a donc tenté de passer par le ministre de la Défense pour obtenir cette enquête. Après ça s'est évaporé. C'est pas fini. Quand le procès du Beach arrive, et c'est toujours le ministre Yoka qui l'organise, ce ne sont pas des choses à cacher, il m'appelle, il me dit, il y aura un procès. Je dis, mais quoi, vous savez ce qui s'est passé, qui a fait ces choses-là? Parce que bon, moi, j'ai demandé une enquête interne, je n'ai jamais su. Je ne savais pas qu'alors, ils avaient déjà fait une liste des gens qui devaient comparaître à ce procès, et que moi-même, j'étais à l'intérieur. Je ne savais pas. Alors, un jour, bon, c'est le juge d'instruction, toujours les juges d'instruction fabriqués, qui m'appelle et qui me poser des questions. Je suis surpris. Je suis parti voir le chef d'état-major général, qui était en ce moment-là, je crois, Monjo, pour dire, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Il a bredouillé. Je suis parti voir Ndoulou. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et le ministre Ndoulou m'a dit, ils sont venus ici, ils m'ont dit que bon, il faut qu'on condamne les gens pour qu'on soit tranquille. Donc, en tout cas, moi, je te conseille de te défendre. J'ai dit, ah bon? D'accord. Nous allons voir ce que nous verrons. Donc voilà comment je me suis retrouvé dans le procès du Beach. Moi, qui avais demandé tout pour que la lumière soit faite, je me trouve là-bas en tant qu'accusé. Voilà. Voilà le drame de ma vie. Bien. Ce procès se déroule. Je constate au cours du procès que tout est fait pour mettre l'essentiel de ces choses-là sur ma personne. Et quand je me renseigne pendant le procès, après le procès, je me rends compte que même le pouvoir envoyait des gens du côté de la partie civile, donc de ceux qui s'opposaient à nous, ceux qui nous accusaient, pour instiguer contre moi. Je suis surpris par cette façon de faire et j'ai donc dû prendre des mesures absolument importantes pour me protéger de cette façon de faire. Les officiers qui ont participé à ça se connaissent et je me suis dit, c'est une affaire trop dangereuse. J'ai donc dû me défendre bec et ongle et finalement m'en sortir parce qu'en ce moment-là, nous avions pris des mesures assez drastiques et si l'on nous condamnait, bien, nous devions réagir. Et je crois que ces mesures ont été appréciées par ceux qui organisaient ces intrigues-là et ils ont donc dû demander à leur juge et juré toujours instruit de ne pas le faire. Voilà donc comment ça s'est terminé. Dans tous les cas, je vous dis que c'était un procès complètement boutiqué. L'organisateur de cette intrigue de procès, ce procès intrigant, c'est le ministre Yoka actuel. Et curieusement, il est toujours ministre lorsqu'il y a ce genre de choses. Toujours
mois de mars, nous avons l'assassinat, on va dire, ou du moins la mort de Parfait Kolela. Après les élections, nous savons qu'il avait été menacé par Firmin Aïssa. Après les élections, Parfait Kolela est mort. En dehors de tout ce que j'ai cité, nous savons qu'il y a eu plusieurs tueurs. Il y a eu un génocide en République du Congo. Mais là où je veux vous amener, peuple congolais, c'est pour vous faire comprendre. Tout cela a-t-il été orchestré par Sassou Nguesso pour sauvegarder la suprématie de la partie septentrionale au détriment de ceux du Sud, ou bien c'était pour lui-même. Lors de la guerre de 97 et même de la guerre du Pou, Sassou Nguesso a demandé, lors de la guerre de 97, Sassou Nguesso a demandé aux frères du Nord de lui prêter leurs enfants pour qu'il aille poursuivre ceux qu'il pense être son ennemi, c'est-à-dire ceux du Sud. Tout dictateur a besoin d'un minimum de base sociale pour durer au pouvoir. Ici, Sassou resserre sa base sociale en agitant le spectre d'un pogrom de nordistes s'ils ne le suivent pas aveuglément. Cette vision à courte vue contribue à éloigner le rêve de construire une nation, loin de la promesse des pères fondateurs Fulbert Youlou et Jacques Opango. Pour maintenir cette situation, Sassou compte sur l'exercice permanent de la violence en oubliant qu'aucune situation n'est éternelle. L'esclave finit toujours par se libérer. Sassou prouve ici qu'il est le principal mal de ce pays. Tout est dans le discours qui va suivre. Il a été prononcé le dimanche 21 mars 1999 à 9h. Dispensaire Marien Gouabi. Croisement rue Ossio et avenue Talangaï. Quartier Mikalou. Je vous remercie d'avoir répondu à mon appel. Je suis convaincu que vos chefs de quartier ont fonctionné comme souhaité, mais le moment est très court et le temps presse pour que notre rencontre dure. Alors, je ne vous dirai que l'essentiel de mon message. Et je ne parle pas en parabole. Je sais que vous n'avez pas oublié ce que vous avez vécu en 97 par les bombardements de l'Issouba. Vous savez ce que j'ai fait pour terminer cette tragédie, cette barbarie, ces pertes humaines que personne ici ne peut évaluer. Vous avez marché sur des corps. D'aucuns diront que Sassou a terminé la guerre, mais moi je dis que c'est d'abord la détermination du peuple nordiste de vouloir, je dis bien, vouloir finir ces malheurs infligés par l'Issouba. Beaucoup de jeunes sont venus du Nord pour se joindre aux jeunes Brazzavillois nordistes et lutter à mes côtés. Après 6 mois d'ivresse de paix retrouvée, il fallait bien repartir sur le chemin de la reconstruction. Vous avez certainement constaté comme moi, le pire dans la société de ces jeunes de Talangaï Mikalou. Des pillages se terminant surtout par des règlements de compte. Le manque de respect généralisé. Je ne pouvais pas laisser évoluer cet esprit de guerre contre nous-mêmes, c'est ainsi que je me suis adressé aux Cobras, car c'est d'eux qu'il s'agit. Vous avez entendu partout leurs tergiversations, certains ont même parlé à la radio RFI pour manifester publiquement leur mauvaise foi. Certains ont dit que je ne fais rien pour les jeunes et pour le peuple nordiste confondu, sans distinction des partis ni des tribus. J'ai aussi entendu dire que Sassou continue à nous faire tuer chez les Tchèques et les Nibolèques. Que nos enfants sont égarés sous les instructions de Sassou. À l'hôpital de Talangaï, vous avez jeté des tracts qui disent que Sassou va fuir en exil et patati patata. Beaucoup de militaires nordistes désobéissent au commandement des FAC, laissant tantôt les autres exécuter des missions contre leur région, et vous savez ce que ça nous coûte. Des troupes souvent exposées, des troupes tombant dans les embuscades des ninjas et des cocoyeux, et dans ces genres d'exercices,
Seuls les chefs de mission ne meurent pas. À qui est donc la faute si nos jeunes, nos enfants périssent toutefois qu'ils vont au service de la République? Est-ce qu'il manque d'officiers nordistes ici où nous sommes? Est-ce que vous savez que le Nord a le record en effectif d'officiers? Acclamation frénétique et prolongée, la foule applaudit. Silence. Je vais maintenant vous dire que la paix à laquelle vous croyez n'est que superficielle, votre paix ressemble au repos d'un prisonnier dans sa prison. La guerre que vous avez gagnée vous a seulement écarté du danger, mais ce danger continue à menacer, et aujourd'hui je constate que c'est même pire. Je vous interpelle tous, pour notre survie, notre futur est noir. S'il m'arrivait de mourir à 11 heures, sachez qu'avant 15 heures, on ne parlera plus du Nord tout entier. Tous nos villages seront brûlés, tous nos nordistes de Brazzaville comme ceux de Pointe-Noire mourront dans les 3 heures qui suivront ma mort. Donnez-moi donc vos enfants, j'ai besoin d'hommes pour assurer votre survie. On ne peut pas toujours compter sur les troupes étrangères, nous devons compter sur nous-mêmes d'abord. Je lutterai aux côtés de mes enfants comme je l'ai toujours fait depuis juin 97. Je ne fuirai jamais, je lutterai avec vous jusqu'à ma dernière goutte de sang. Les jeunes hommes iront dans les casernes, les jeunes filles apprendront les armes ici sur place à Brazzaville. Je vous exhorte à plus de vigilance et de courage. Je vous remercie. Donc, la question que je souhaiterais vous poser, population du Nord. Après la conférence nationale, les gens sont allés voter massivement et en toute liberté. Et Sassou avait quitté le pouvoir. Ok, y a-t-il eu un pogrom de la part des populations? Non, y a-t-il eu un pogrom des populations du Nord de la part des populations du Sud? Non, archi faux. Donc, lorsque les Nyangambwala déclarent l'avenir des Mboshi, vous comprenez que tout ça, c'est de la manipulation. Il s'agit pour le ministère public de comprendre. Selon le général Norbert Dabira, l'idée d'abattre l'avion présidentiel émane du général Nyanganga Tsembwala. Ce dernier, affirme Dabira, consultait régulièrement la veuve Chisser Tikaya, qui est une voyante. C'est là qu'elle me dit, j'ai rencontré le général Nyangangwala, il compte, dans cette idée, compte déposer le président et le mettre donc à la retraite parce que la situation politique n'est pas bonne. On s'est entretenu. Je lui ai dit que j'apprenais que vous aviez l'intention de mettre le président à la retraite à Oyo, de le déposer, mais c'est une mauvaise intention. Une mauvaise intention parce que je connais mon homme, je connais mon grand frère. Il ne se laissera jamais faire. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Tsembwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Une affirmation refutée par le témoin de l'accusation. Le 4 décembre 2017. Ex-conseiller spécial du chef de l'État et ex-commandant de la garde républicaine, le général de brigade Nyanganga Tsembwala, entendu en qualité de témoin de l'État, donne sa version des faits. Le général Dabira m'a dit ceci. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Et le président de la République est en train de s'occuper que de ses parents, ses enfants. D'une part. L'autre part, l'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et qu'après, Sassou, que serait l'Mboshi? Sassou se sert de cet alibi pour rester au pouvoir. Observez vous-même, peuple, population du Nord, ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Vous manquez de tout. Et pourtant, Sassou Nguesso vous a fait croire que ce pouvoir est le vôtre. Mais vous manquez du strict minimum. Au Nord, il n'y a pas d'hôpitaux à part l'hôpital Edith Bongo-Lucie. Nous avons des éléments, nous avons des vidéos où l'on voit des femmes accoucher dans des cases
des hôpitaux en forme de cases, donc ce ne sont pas des hôpitaux. Il n'y a pas d'infrastructure au nord. Vous accusez des années d'arriérés de salaire. Vous manquez du strict minimum. Alors, répondez-moi, pensez-vous réellement que Sassou Nguesso sauvegarde ce pouvoir-là, a eu besoin de ce pouvoir-là pour vous ou pour lui-même et sa bande de criminels et des génocidaires? À Brazzaville, par exemple, ou même Pointe-Noire, par exemple, y a-t-il des hôpitaux pour les gens du Nord et les gens du Sud? Vous savez que ce sont des hôpitaux où les gens meurent en masse. Et ceux qui meurent en masse sont autant du Nord comme du Sud. Y a-t-il des administrations pour les nordistes et pour les sudistes? Y a-t-il des écoles pour les nordistes et pour les sudistes? Nous vivons tous ensemble. Mais Sassou Nguesso a besoin de tenir les deux, la population congolaise divisée continue à surfer sur nous durant plusieurs décennies. Aujourd'hui, nous sommes en train de subir les mêmes choses. Nous sommes en train de souffrir tous ensemble. Les terres sont en train d'être vendues. Mais au nord aussi, il y a des Rwandais. Il y a la présence rwandaise. Et nous sommes tous en danger par rapport à la proximité de Sassou Nguesso et de Kagame dans le conflit rwando-rdcien. Dernier jour ce mercredi du voyage du chef de l'État rwandais au Congo. Une visite de 72 heures au cours de laquelle Paul Kagame, dont la dernière venue remontait à 2016, a rencontré son homologue congolais. Les deux dirigeants ont convenu de plusieurs accords de coopération touchant divers domaines, 8 au total, couvrant notamment les mines et la formation qualifiante, mais aussi les secteurs culturels et sportifs, sans oublier l'agriculture. Sur ce dernier point, Kigali et Brazzaville ont notamment signé une convention des terres arables pour la culture maraîchère et établi 2 mémorandums d'entente. Après avoir estimé que le niveau des relations économiques entre les deux pays ne reflétait pas l'étendue et la profondeur des engagements pris en 2010 et 2011, les dirigeants rwandais et congolais ont invité leurs gouvernements respectifs à s'employer rapidement à l'élaboration de plans d'action en vue d'exécuter sans délai les accords déjà signés. Les deux chefs d'État se sont enfin accordés sur l'élargissement et l'approfondissement du champ de coopération entre leurs pays au profit des citoyens. Plus largement, Paul Kagame a dit vouloir renforcer les relations avec les pays d'Afrique centrale, non seulement dans le domaine de l'économie, mais également dans celui de la lutte contre l'insécurité. Lorsque les Rwandais vont commencer ce que je ne souhaite pas, à nous massacrer parce qu'ils voudront s'installer chez nous, ils ne feront pas la différence entre les populations du Nord et les populations du Sud. C'est la raison pour laquelle je vous fais comprendre, peuple congolais, des deux, que ce soit du Nord ou du Sud, qu'il est temps maintenant de s'unir réellement. Le seul ennemi du peuple congolais, c'est Sassou Nguesso et sa bande de génocidaires, des voleurs, des criminels. Ce n'est pas les populations du Nord. Ce ne sont pas les populations du Nord, ce ne sont pas les populations du Sud. Nous avons besoin de vivre en harmonie. Nous avons besoin de nous tenir la main. Nous avons besoin d'un soulèvement populaire parce que Sassou Nguesso est le mal du pays. Sassou Nguesso est en train de nous exposer, Sassou Nguesso est en train de nous martyriser. Et nous avons compris aujourd'hui que l'union fait la force. Peuple congolais, du nord au sud, est, ouest. Quand les populations n'ont plus d'autres alternatives, la seule solution, c'est le soulèvement populaire. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. On touche là, sur l'amendement que je vais présenter, une question sensible. Car à l'alinéa 103, il est indiqué que nos armées doivent être ainsi capables d'assurer des postures permanentes de dissuasion, de sécurité, etc. Et également de conduire des opérations non seulement de contre-terrorisme, mais aussi de contre-insurrection. Nous sommes en radical désaccord avec le fait que nos armées soient engagées dans une quelconque opération de contre-insurrection. C'est là une question fondamentale
qui touche, permettez-moi de le citer, l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui nous rassemble tous, je l'espère, et qui dit « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » C'est cela qui nous rassemble dans notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Envisageons-nous possible que demain notre armée, soit sur le territoire national, soit à l'étranger, soit une force qui réprime ceux qui se sont insurgés contre un gouvernement qui aurait mené une politique injuste? Il y a là quelque chose qui est totalement, fondamentalement contraire avec les missions de nos armées. Je le dis d'autant plus, permettez-moi d'évoquer, comment dirais-je, un exemple personnel. Moi, natif de Béziers, cette ville où les viticulteurs en grève se sont vus opposer le 17e régiment envoyé par Clémenceau, et ce régiment, ne voulant pas réprimer les viticulteurs en grève, a mis crosse en l'air. Il en est resté une chanson, Gloire aux soldats du 17e. Et le couplet dit, si vous aviez tiré, vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République. En 2018, nos armées ne peuvent pas assassiner la République sur le territoire national ou même à l'étranger. Donc il est impossible que nous nous engagions dans une quelconque volonté d'opération militaire pour mater une contre-insurrection. Les gens sont prêts. Notre peuple est prêt à se battre. Il est maintenant temps, la seule chose qu'on nous demande, c'est de nous unir contre un ennemi commun qui est Sassou Nguesso. Sinon, nous n'aurons plus du tout de pays. Merci. C'était Nadège du Congo sur R7 dans l'émission Carte sur table. À bientôt.